Il est 13h, c'est parti pour la première édition de la mi-journée dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, débordement du fleuve Sénégal, les eaux de crue continuent de faire des ravages dans le nord du pays. À Matam, le niveau de l'eau a atteint 8,67 m. Les villages de Djamel et Seytou Djamdior sont inondés, plusieurs maisons dévastées. À Mboyo 4, dans le département de Podor, les producteurs appellent au secours. Sur l'international, au lendemain de l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'armée israélienne a mené des dizaines de nouveaux raids aériens contre le Hezbollah. Au Liban, ce dimanche matin, les bombardements menés samedi ont fait 33 morts et 195 blessés d'après le gouvernement libanais. Telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Parlons d'abord de la montée des eaux du fleuve Sénégal dans le nord du pays. Le niveau de l'eau du fleuve a atteint 8,67 m à Matam, dépassant ainsi de 67 cm la cote d'alerte de 8 mètres d'après les dernières estimations. Plusieurs localités de la région sont en proie à des inondations. Après le village de Djamel dans la commune de Matam qui a été affecté par les eaux du fleuve qui continuent d'affluer à l'intérieur des terres, le village de Seytou Djamdior, situé dans la commune de Dabia, est aussi submergé par les eaux de crue. Des dizaines de concessions sont touchées par les inondations et au-delà des désagréments notés au niveau du trafic routier avec les pistes englouties par les eaux, la crue fait également des ravages dans les périmètres Amblavé-Henri. À Mboyo 4, dans le département de Podor, plusieurs périmètres en cours d'irrigation ont été envahis par les eaux du fleuve Sénégal. Les producteurs lancent un SOS aux autorités du pays pour qu'elles leur viennent en aide. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire part de ce problème qui vient de se passer au niveau de nos aménagements. Ce sont des aménagements qu'on avait débutés depuis 2022. Jusqu'alors, on était toujours en chantier. Et avant-hier, il y a eu des fortes pluies qui se sont abattues dans le département de Podor. Et cela a causé des inondations, la montée du fleuve Sénégal. Donc, c'est déversé sur nos champs et des aménagements donc, ont été inondés. Et cela cause un énorme problème. Ça fait 2 ans maintenant qu'on n'est pas allé en campagne. Et c'est tellement difficile pour les pères de famille. On avait fait des dépôts au niveau de la banque et pour les subventions, mais chaque propriétaire de champ ne bénéficie que 10 000 francs. 10 000 francs ne peut pas régler nos dépenses. Et durant ces 2 ans, il y a nos proches qui étaient, donc, par exemple, à Taridji, qui faisaient des campagnes. Et dans ce cas-là, on partait là-bas pour avoir quelque chose, mais ça ne peut pas suffire. Parfois, on part même dans le pays limitrophe, c'est-à-dire la Mauritanie, pour avoir quoi manger. Et nous lançons un appel aux autorités. Et puis, parlons éducation dans ce journal à l'occasion de son université syndicale organisée samedi 28 septembre 2024, c'est-à-dire hier. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal a mis l'accent sur le rôle des enseignants dans la consolidation de la démocratie. Il est également question de faire la part des choses entre leur engagement politique et la vie syndicale. Compte rendu signé Matabari. Le syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire a tenu son université syndicale axée sur la transformation du système éducatif sénégalais pour une école de réussite et de performance. Il s'agissait, selon le secrétaire général El Hadj Malick Youm, d'approfondir la réflexion sur la frontière qui sépare l'exercice de l'action politique et l'engagement syndical. Nous voudrions permettre à nos militants de comprendre qu'ils ont 2 droits. Et il arrivera des moments où ils vont devoir être dotés d'une certaine capacité de discernement pour savoir quelle est la ligne de démarcation entre les deux et aller naturellement dans le sens aussi d'assumer leurs obligations professionnelles.
La session a également permis de rappeler le rôle crucial joué par le mouvement syndical dans l'apaisement de la crise politique entre 2021 et 2023 et sa contribution pour la consolidation de la démocratie au Sénégal. La période que le Sénégal a traversée de mars 2021 à presque au 24 mars 2024. Et nous pensons que le mouvement syndical a joué un rôle prépondérant qui devrait aujourd'hui être consolidé. Et nous en sommes à une troisième alternance pour laquelle nous avons été les acteurs principaux. L'université syndicale était une occasion pour le SAEMS de rappeler son rôle pour la défense des intérêts des enseignants et l'amélioration de leurs conditions d'existence. Je veux parler déjà du passif social portant sur la question relative à la situation des décisionnaires. Je veux également parler de la formation des enseignants. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'enseignants qui attendent le parachèvement de leur formation, mais vous y ajoutez également des questions d'ordre social qui sont hautement importantes pour la carrière de l'enseignant et sur lesquelles nous attendons toujours le gouvernement du Sénégal. La rencontre a servi de cadre pour le SAEMS de dévoiler sa feuille de route syndicale 2024-2025. Il y a entre autres actions la mise en place d'une commission administrative pour faire le bilan de l'année scolaire écoulée et de dégager des perspectives pour la nouvelle année. Il y a aussi l'élaboration de stratégies pour le respect des accords signés. Matar Bari, voici une autre activité d'une autre organisation syndicale. Il s'agit de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. La CESA a tenu hier son 4e congrès à Dakar sous le thème « La CESA face aux défis et enjeux de la revitalisation du mouvement syndical ». C'était une occasion pour les membres de la CESA de réfléchir sur la situation des travailleurs au Sénégal et de formuler leurs attentes à l'égard du nouveau gouvernement. Le 4e congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes, une activité importante consistant à renouveler la classe dirigeante de leurs organisations. Une démarche inscrite dans les textes, le renouvellement se tient ainsi tous les 5 ans. Nous avons démarré par le renouvellement des unions départementales, des unions régionales. Nous avons renouvelé les organisations syndicales affiliées. Nous avons renouvelé le mouvement national des jeunes, nous avons renouvelé le mouvement national des femmes et aujourd'hui, nous tenons notre grand congrès pour renouveler le bureau confédéral de la CESA. Ceci leur permet de faire le bilan, réfléchir sur une nouvelle méthode, toujours dans l'intérêt des travailleurs, font-ils savoir. Cela nous permet de faire le bilan depuis notre dernier congrès. Analyser les échecs, comptabiliser les victoires, évaluer la bataille et la lutte des travailleuses et des travailleurs, définir de nouveaux axes de combat et engager le combat en faveur des travailleurs et des travailleuses du Sénégal. Les attentes sont énormes, des travailleurs sont confrontés au quotidien à des situations difficiles et ceci dans tous les secteurs d'activité. C'est pourquoi ils interpellent les nouvelles autorités. Ce que nous demandons aux nouvelles autorités, à qui d'ailleurs nous souhaitons la bienvenue à la tête de l'État, parce que nous avons besoin d'une grande écoute. Nous avons besoin d'une oreille attentive, parce que sans les travailleurs et les travailleuses de ce pays n'avancera pas. Il est important donc que les nouvelles autorités intègrent dans leur priorité absolue l'ouverture de négociations et de discussions, notamment pour les travailleurs des collectivités territoriales. Selon eux, des solutions ne manquent pas pour mettre fin à la douleur des populations. Faisons à présent le point sur les préparatifs des élections législatives anticipées de novembre prochain. Les délais de dépôt des listes de candidature pourraient être rallongés de quelques jours. D'après le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, un consensus a été trouvé avec les différents acteurs du processus électoral qui ont estimé que les 2 jours impartis samedi et dimanche sont très courts pour constituer leur dossier. Ils se sont rencontrés hier à Dakar. Compte rendu signé par Bandegay et Papis Dem. C'est une rencontre d'échange entre le ministère de l'Intérieur et les organisations politiques et de la société civile. À l'ordre du jour, le processus électoral en vue des élections législatives.
3 questions ont été abordées. C'est l'afférente au casier judiciaire, le format des bulletins de vote et la date limite du dépôt des listes des candidats. Sur ce dernier point, les différentes parties prenantes ont abouti à une entente. Je peux retenir d'emblée qu'il y a un consensus sur la nécessité d'allonger très légèrement la durée de dépôt des listes. En prolongeant les délais, on règle un certain nombre de problèmes. Ça veut dire surtout le problème du casier judiciaire. Bon, ça permettrait également de régler pas mal d'autres problèmes. Je pense qu'il y a des problèmes de bulletins. Mais une telle décision engendrerait, selon le ministre, plusieurs incidences. Il y aura un impact technique sur l'impression des bulletins. Si vous allongez la durée du dépôt, ça veut dire que vous commencez, vous sortez les listes définitives après. Et ça veut dire que vous ne pouvez commencer l'impression qu'après. Ensuite, il y a des questions, naturellement, des questions financières. Aujourd'hui, on est autour de 47 listes de coalition, 50 fois presque 9 millions de bulletins, à 30 francs le bulletin. Vous voyez que ça coûte extrêmement cher. Il n'y a pas de décision neutre. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, annonce ainsi l'éventualité de la publication d'un nouveau calendrier dans les prochaines heures, après consultation des spécialistes en matière électorale. Pape Banda Gaye, il y a du nouveau concernant ce souhait formulé hier par les acteurs du processus électoral. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers un communiqué, informe les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes que la période de dépôt des listes de candidature aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 n'a pu être allongé comme souhaité par la plupart des acteurs présents à la rencontre tenue ce 28 septembre 2024. Nous y reviendrons plus amplement lors de nos prochaines éditions. Le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain a démarré ce samedi 28 septembre à la Direction générale des élections. Au cours de la première journée des opérations, seuls quelques mandataires de partis politiques, coalitions et entités indépendantes se sont succédés à la DGE. Compte rendu signé Mamadou Kanté et Pape Ousseynou Ngom. Le début du dépôt des dossiers de candidature était prévu à partir de 9h. Mais après plus d'une demi-heure d'attente, toujours pas l'ombre de mandataire. C'est seulement à partir de 10h que certains se présentent. Nous avons déjà déposé la caution, nous avons fini nos listes et nous comptons y aller avec sérénité. Et nous invitons toutes les coalitions et les entités indépendantes à y aller avec sérénité. Après un tirage au sort, le dépôt de 35 listes est prévu pour le premier jour, mais les premiers, selon l'ordre de passage, n'ont pas encore répondu à l'appel. Tout le contraire de la coalition Sénégal-Kessé, qui est 6e sur la liste. Franchement, c'était très bien, on n'a eu aucun problème. Bon, on est les premiers, ou bien, du moins, je ne sais pas, parmi les premiers qui ont déposé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. L'accueil était chaleureux, on a trouvé une très très bonne organisation, très honnêtement, et tout s'est bien passé. Mais un incident vient émailler cette première journée de dépôt. On m'a informé que quelqu'un ou une organisation aurait utilisé le récépissé de notre parti, Synergie républicaine, dans le cadre donc, des investitures. Donc, dès qu'on m'a informé, je suis venu en compagnie de M. Alassane Cissé, du nouveau parti, membre du Front, pour récuser donc, ce dossier-là. Au total, 49 listes de partis politiques, coalitions et entités regroupant des candidats indépendants ont été retenues pour cette échéance électorale majeure. Et les dépôts se poursuivent jusqu'au dimanche 28 septembre à minuit. Et concernant toujours ces élections législatives de novembre prochain, le maire de la commune de Sagataguet et président du parti ARD a décidé de rallier la mouvance présidentielle pour ces prochaines élections législatives. Cette décision a été prise après de larges concertations avec ses partisans et les chefs de village. Aslo Gaïdel a par ailleurs salué l'initiative du ministre de l'Éducation qui a donné son aval pour la construction
reconstruction du lycée de Sagata, une vieille doléance des populations. Aslo Gaïdel est au micro de Gorambodj. Monsieur Moustapha Mamba Guirassy a déclaré à travers le DCS, directeur de construction scolaire, celui qui a le suivi de la construction des lycées au niveau national. Par rapport à des questions, il a déclaré qu'il a signé l'ordre de service pour la construction du lycée de Sagata-Guet. Ce que nous apprécions beaucoup, cela, je veux dire, peut bel et bien impacter une décision. Mais sachez que ce n'est pas cela qui a impacté ou orienté notre décision principalement. Ce qui a impacté notre décision, c'est qu'après discussion, débat, consultation, tout un long processus, nous nous sommes arrivés à un point où l'espoir est permis par rapport au propre projet proposé par PASTEF pour pouvoir juguler et régler les problèmes. Bref, la famille de René Capain-Bassène a tenu ce samedi un point de presse pour dénoncer le maintien de René Capain-Bassène en prison alors que tous ses co-accusés et co-condamnés ont été acquittés au bénéfice du doute sur l'ensemble des chefs d'accusation dans l'affaire Boffa Bayotte. Les proches du journaliste réclament justice et vérité. Lors de cette rencontre avec la presse, ils sont revenus sur les raisons de la condamnation à la prison à perpétuité de René Capain-Bassène, présenté comme le cerveau de ce massacre. Et pour le reste de l'actualité, un atelier de partage et d'échange sur les expériences de la transition écologique s'est tenu à Donaï Taredji. L'activité a été organisée par Enda Prona dans le but de sensibiliser les populations sur l'importance du reboisement, mais aussi sur le rôle de l'arbre dans la transition agroécologique. Malik Thiam, sociologue à Enda Prona, est au micro de Siley Diallo. Et là, nous avions des objectifs bien précis, à savoir sur comment faire une bonne sensibilisation sur l'intégration de l'arbre dans les périmètres maraîchers, mais aussi la valorisation des produits locaux et aussi les 4 dimensions de l'agroécologie. Nous avons mis en place des panels et dans chaque panel, nous avions des thèmes. Le premier panel concernait l'intégration de l'arbre. Nous avions des panélistes, c'est-à-dire des animateurs qui faisaient ces thèmes-là. Aussi, le deuxième thème, c'était sur l'intégration des 4 dimensions de l'agroécologie. Et aussi, il y avait aussi des animateurs sur ce panel-là. Et le troisième panel, c'était aussi concernant la valorisation des produits locaux. Une journée vraiment très riche où nous avons beaucoup appris. C'était à l'instant les propos de Aïssata Abdul-Ba, assistante à Enda Prona. Et le reste de l'actualité sous forme de bref sport pour démarrer, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans a remporté le tournoi UFOA A 2024 en battant en finale la Sierra Leone 2-0. Les Lionceaux conservent ainsi leur titre qu'ils avaient décroché en 2022. En plus du titre, les U20 du Sénégal ont déjà obtenu leur billet pour la CAN de cette catégorie prévue en 2025. Et puis le naufrage d'un bateau de migrants a fait au moins 9 morts et 48 disparus dans la nuit de vendredi à samedi près des Canaries. Le naufrage a eu lieu à environ 7 km au sud du port de la Estaca sur l'île del Hierro, l'une des îles de l'archipel espagnol selon les secours maritimes espagnols. Au total, 84 personnes étaient présentes sur le bateau, 27 ont pu être secourus. Des glissements de terrain et des inondations provoquées par de fortes pluies ces derniers jours ont fait 129 morts et plusieurs dizaines de disparus au Népal selon le dernier bilan communiqué ce dimanche par les autorités. Une fermeture des écoles durant 3 jours a été décrétée. Les inondations affectent notamment la circulation routière et l'activité dans la vallée de Katmandou où 37 décès ont été signalés.
Et puis au Liban, au lendemain de l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'armée israélienne a mené des dizaines de nouveaux raids aériens contre le Hezbollah au Liban ce dimanche matin. L'aviation d'Israël a visé des cibles terroristes. Les bombardements menés samedi ont fait 33 morts et 195 blessés au Liban, selon le gouvernement libanais. Et pour terminer, à Marseille, 2 personnes ont été tuées et 4 autres blessées samedi soir lors d'une fusillade dans une cité du nord de Marseille. La fusillade a eu lieu un peu après 23 heures dans la cité des Iris, dans le 14e arrondissement de la ville. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 14h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la 7TV.